Bienvenue à ADN Sportif. Je me présente, Alex Harvey. Amélie Riendo. Et aujourd'hui, on va aller voir des aspects qu'on connaît moins d'un sport qu'on connaît tous, le hockey, n'est-ce pas? Exactement. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les joueurs des Gaulois Midget 3. Donc, j'ai posé des questions à Édouard Charon, qui est le capitaine de l'équipe. Puis, je pense que tu as été voir Marc-André Ronda aussi. Également, qui est l'entraîneur-chef des Gaulois. Et on est allé aussi dans le feu de l'action. Regardez, c'est comment le feeling des joueurs pendant une partie de hockey. Donc, bonne émission. Dans sa zone, il veut pas clearer, il veut patiner. Si toi tu le forces, faut pas que tu checkes la POC. Faut que tu le passes si jamais la POC passe. Tu comprends? Fait que ça, c'est des zones, ça va être super important. Salut Édouard, je suis contente de t'avoir en entrevue présentement. Comment que le hockey a commencé pour toi dans ta vie? Le hockey a commencé très jeune. Dans le fond, mon père m'emmenait à l'aréna quand il arbitrait et quand il jouait. Puis ils m'ont initié rapidement au hockey vers l'âge de 2-3 ans. Dans le fond, c'était du patinage artistique pour que j'apprenne à patiner, les bases du hockey. Ensuite, vers l'âge de 4 ans, là, j'ai tombé dans le monde du hockey. Puis je pense depuis 4 ans, à chaque année, je vis dans ce monde-là, puis j'ai pas arrêté. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait « OK, je veux vraiment poursuivre, puis que c'est pas un choix de mon père, mais je veux vraiment le faire pour moi ». Je pense qu'à chaque fois que j'embarquais sur la glace, puis le feeling qu'on a, puis je pense, oui, j'avais un talent un peu pour le hockey, mais j'ai comme jamais pu m'empêcher de jouer au hockey. Des fois, j'ai des blessures, puis je jouais pas pendant un certain temps. Puis ça me manquait, il y avait un vide en dedans de moi qui me disait faut que je joue au hockey, puis je pense que c'est ça qui me pousse à aller encore plus loin. Mettons que tu aurais à définir un événement ou un highlight dans ta carrière de hockey jusqu'à maintenant, ce serait lequel? Je pense un highlight, pas un highlight, mais un événement marquant dans ma carrière, ça a été l'année passée. Que j'ai dû m'exiler de Saint-Hyacinthe, quitter mon chez-moi pour aller jouer à Jonquière, car les Gaulois n'ont pas pu me protéger, puis il y a une histoire de protection après le repêchage. Fait que je me suis retrouvé avec les Peux-tu m'en parler un peu de cette protection-là que tu avais? Dans le fond, la protection, c'est un peu qu'après le repêchage, il faut que Marc-André protège 5 joueurs qui ont été repêchés soit après la 8e ronde ou pas repêchés. Puis moi, j'avais pas été repêché en première année midget. Fait que là, j'étais comme accessible à 4 équipes éloignées. Fait que là, les Îles de Jonquière sont venus me chercher, puis j'ai dû prendre la décision de quitter chez moi pour aller vivre une nouvelle expérience, jouer dans la Ligue Midget 3 du Québec. Tu habitais où à ce moment-là, dans une pension? J'étais dans une pension avec un autre de mes coéquipiers qui était avec moi. OK, fait que t'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule. Puis t'as trouvé ça difficile quand même? Difficile? Non. C'est sûr que par moment, tu peux trouver ça un peu plus long, quand le hockey va pas bien, l'école va pas bien, tu t'ennuies de tes parents, tu t'ennuies de le réconfort qu'ils peuvent te donner parce que ta pension, c'est pas ta famille, c'est une nouvelle famille. Mais tu sais, une nouvelle école, une nouvelle équipe, des nouveaux amis, fait que l'année, elle passe quand même très vite. Ça a été des beaux défis qui t'ont sûrement fait avancer dans ton sport. Ça m'a fait avancer dans mon sport surtout, mais encore plus comme personne. Je pense que le hockey, ça m'a aidé à développer comme un sentiment de fierté, puis comme mes propres responsabilités. OK. Puis en ce moment, je pense que tu défends bien ce que tu dis parce que tu as été nommé capitaine de l'équipe cette année. Comment tu prends ton rôle, puis quelle place que ça prend? Qu'est-ce que tu as comme action concrètement par rapport aux autres joueurs? Bien, c'est sûr que, tu sais, comme moi, je suis un 17 ans qui est le plus vieux de l'équipe. Fait que, en même temps, tu sais, en nommé capitaine, j'essaie de montrer l'exemple, j'essaie d'aider les jeunes à grandir dans le hockey, puis à grandir dans la Ligue Midget 3 pour les amener, eux aussi, à aller à un prochain niveau. Le hockey serait issu d'un mélange de plusieurs sports anglais, dont en Bretagne le basic Cam, en Écosse le shinty et en Irlande le hurling. Avant, on jouait au hockey avec une crosse et une balle. Certains disent que le mot viendrait de hockey, le mot français désignant une crosse de berger. D'autres disent que ça viendrait du mot hollandais hockey, diminutif de hock, qui est un chenil ou une cabane qui désigne, dans ce cas-là, des cages de but. Le hockey, c'est d'abord joué avec une balle et une sorte de bâton, pas de palette. Les buts étaient en fait des simples drapeaux plantés dans la glace. Et puis en 1975, le bloc de bois est remplacé par la rondelle de caoutchouc. En 1880, on ajoute une palette au bâton et en 1899, des filets sont installés pour servir de but. Le 3 mars 1875, le premier match officiel de l'histoire du hockey fut joué au Victoria Skating Rink de Montréal.
Les premiers clubs permanents qui sont apparus en 1988 étaient composés de Canadiens anglais. Les premières équipes françaises-canadiennes apparaissent en 1895. La Coupe Stanley a été attribuée pour la première fois en 1893 au championnat amateur du Canada. En 1893, les joueurs de Winnipeg commencent à utiliser de l'équipement de cricket pour protéger les jambes des gardiens. Les règlements ont subi de profondes modifications. Par exemple, à l'origine, l'arbitre déposait la rondelle sur la glace, s'éloignait puis ensuite donnait le signal du début du jeu. C'est à partir de 1903 que la mise au jeu se fait au moment où la rondelle touche la glace. En 1909 apparaît le club de hockey canadien de Montréal. Le Canadien, qui désigne les francophones à l'époque, se voulait être un club de hockey majoritairement, sinon totalement composé de joueurs d'expression française. Les Canadiens remportent leur première Coupe Stanley en 1916 contre les Rosebuds de Portland. C'est la première fois qu'une équipe canadienne-française remporte la Coupe Stanley. En 1920, le hockey sur glace devient sport olympique lors des Olympiades d'été d'Anvers. Les Canadiens de Montréal sont la plus vieille équipe de hockey au monde toujours en activité et ce, sans aucune interruption. Elle fait partie des équipes fondatrices de la Ligue avec les Arenas de Toronto, les Sénateurs d'Ottawa, les Wanderers de Montréal et fait également partie des 6 équipes originales de la LNH. Avec ses 24 Coupes Stanley, la franchise est l'équipe la plus titrée de toute l'histoire de la LNH, loin devant les Maple Leafs de Toronto au 2e rang avec une récolte de 13 Coupes Stanley. Aujourd'hui, les rondelles sont fabriquées en caoutchouc, mais les premières étaient faites de fumier de vache. En effet, les premiers matchs de hockey se sont joués sur des étangs gelés avec des mottes de bouse de vache gelée, rien de moins. Mon rôle, c'est principalement pour évaluer les blessures qui surviennent pendant les matchs. Après les matchs, des fois, les gars ils ressentent des douleurs, donc on les évalue par la suite là, en début de semaine, puis on fait le suivi au courant de la semaine là, des blessures. Donc mon rôle, c'est vraiment au niveau des blessures avec les gars. Dans un match, dans le fond, il faut évaluer est-ce que le gars peut retourner au jeu ou pas. C'est la principale question que le coach demande. Donc, souvent, s'il y a une blessure plus grave, on dit jamais la gravité pendant un match. Là, on réévalue tout le temps le lendemain ou le surlendemain pour laisser l'inflammation descendre. Des fois, on pense que c'est grave, puis finalement, ça tombe que c'est pas tellement grave. Donc, en début de semaine, on évalue les blessures, puis selon la gravité de la blessure, ben là, on a un plan. On décide c'est quoi qu'on fait en clinique, modalités électriques, des thérapies manuelles, des massages, des programmes d'exercice. C'est tous des outils qu'on peut utiliser, là. On a des outils en clinique, on fait des tests musculaires, ligamentaires, tout dépendant du type de blessure. Puis on s'assure qu'en clinique, les douleurs sont vraiment moindres, que la force musculaire est revenue au niveau d'origine, la flexibilité aussi. Quand ça c'est bon, on peut progresser là, dans les exercices. Donc avant un retour au jeu complet sur la glace, on fait des exercices là, avancés hors glace, puis ensuite on fait un retour progressif sur la glace. Dans certains cas, on les voit avant la partie, on peut faire des mobilisations, des massages thérapeutiques. Dans certains cas, des tapings qui vont aider à soutenir une articulation. Par exemple, quand un ligament est affecté, on peut taper pour soutenir le ligament. Donc, ça arrive que les joueurs ne sont pas à 100%, puis on les retourne sur la glace avec l'aide d'un taping, là, puis ils sont proches de 100% à ce moment-là. Donc, dans l'action, on va sur la glace, on évalue l'intégrité des ligaments, s'il y a une fracture, si la personne est consciente ou inconsciente, là, tout dépendant du type de blessure. Dans le cas d'une blessure urgente, voie respiratoire, circulation, est-ce qu'il y a une hémorragie, tout ça, on regarde ça, on fait ça vite là, dans l'examen primaire. Puis ensuite, on évalue plus le musculo-squelettique, mais quand même assez globalement pour voir si on peut le sortir du jeu sur ses pieds ou avec l'aide de quelqu'un ou si on a besoin d'une civière. Donc, on fait ça assez rapidement. Puis ensuite, dans la chambre, là, si on a besoin, on va évaluer, on fait enlever l'équipement, puis on évalue vraiment l'articulation ou le site de la blessure, là, plus spécifiquement. Julie, j'aimerais discuter avec toi des blessures que tu rencontres le plus souvent dans le hockey.
Puis, plus particulièrement, les choses qui sont les plus graves et que tu traites le plus souvent. Donc, au hockey, c'est sûr que c'est un sport de contact. Donc, il y a plusieurs blessures là, aiguës, donc des commotions cérébrales, ça arrive. Entorse acromoclaviculaire à l'épaule, des blessures aux genoux, des contusions, des élongations diverses, là, différents muscles. J'ai en début de saison des fois des blessures au bas du dos, ça arrive plus souvent. Par manque d'entraînement ou... Je sais pas pour quelle raison, parce qu'en début de saison, les gars devraient être bien entraînés, donc peut-être le fait qu'il n'y avait pas autant de glace pendant l'été, je dirais. Donc, un manque d'entraînement sur la glace pendant l'été, retour un petit peu plus difficile, puis là, ils se blessent en retour de saison. Ça arrive. Puis au niveau des commotions, on sait qu'il y a eu beaucoup de prévention dans le monde du hockey par rapport aux commotions, puis ils sont de plus en plus sévères sur les pénalités par rapport aux coups à la tête. Comment tu préviens ça? Comment vous avez traité ça par rapport à ceux qui ont eu des commotions dans l'équipe cette année? Donc, la prévention, c'est sûr que c'est quand même difficile là, de prévenir. On essaie que l'équipement soit optimal. Donc, le casque là, bien ajusté, qu'il n'y ait pas de lousse, la grille bien ajustée aussi. Puis quand ça arrive, ben, on prend soin de retirer le joueur du match. Combien de temps à peu près, tout dépendamment de la gravité de la commotion, ça dépend? On sait la gravité d'une commotion, autant que ça prend à revenir au jeu. Donc, quand une blessure survient, là, c'est difficile pour nous de dire le temps. Chose certaine, c'est sûr que c'est minimum 7 jours avant un retour au jeu en compétition. Donc, c'est obligatoire, hein? Les joueurs sont obligés de respecter ça. Oui, donc ça prend un suivi médical là, par le médecin au début. L'école est arrêtée. Quand les symptômes diminuent, la concentration peut revenir. C'est quoi les symptômes, mettons, qui peuvent avoir d'une commotion? Ben, le mal de tête, pression dans la tête, ça fait boum boum. Ébloui par la lumière, une sonnette dans les oreilles, des étourdissements, ce vomissement. Ça peut être de la difficulté à se concentrer à l'école, des trous de mémoire. Oui, tout ce qui est ce système vestibulaire puis le cerveau, qu'est-ce qui est cognitif, c'est plus difficile, c'est ça? Exact. Puis physiquement, y a-t-il d'autres symptômes? Ça peut être de la fatigue. Dans des cas très extrêmes, là, oui, il peut y avoir des atteintes au niveau moteur, mais c'est vraiment un niveau dans le sens, c'est rendu des traumas, là, plus pas des traumas légers, de commotion à ce moment. Donc, on prend soin, on évalue à tous les jours. Puis pour le retour au contact, ça prend un papier du médecin maintenant. C'est l'heure maintenant de parler des fun facts du hockey. Bâton, puck, c'est parti! Le premier fait est assez cocasse, merci. Ça se passe en 1952. C'est dans les finales là, des Red Wings de Détroit. Puis un partisan, fouillez-moi pourquoi, on ne le sait pas encore à ce jour, qui a dit ce serait une bonne idée pour leur porter chance de lancer un poulpe sur la glace, une pieuvre, là. C'est assez bizarre, merci, mais finalement, ça a porté chance à l'équipe qui a gagné à cette époque-là le tournoi dans lequel il était. Finalement, pour les Red Wings de Détroit, la tradition s'est poursuivie, puis encore aujourd'hui, il y a des partisans un petit peu zélés qui lancent des pieuvres sur la glace, imaginez-vous. Là, vous vous dites, oui, mais les gens mangent dans la Coupe Stanley, boivent dans la Coupe Stanley. Il y en a combien de Coupes Stanley? Il y en a juste une? Non, mes amis, il y a 3 Coupes Stanley. La première a été retirée en 1969, puis on peut la retrouver, l'original, au Temple de la renommée du hockey. Celle qu'on connaît actuellement, puis que les équipes gagnent, date de 1960 à peu près. Elle a été construite dans ces années-là. Et par la suite, il y en existe une autre qui est exposée entièrement au Temple de la renommée du hockey, quand même pas pire. Une Coupe Stanley, là, ça pèse 35 livres quand même. Ça mesure tout près d'1 mètre de haut, 90 cm. C'est presque ma taille. Hein? On est présentement avec Marc-André Ronda, qui est entraîneur-chef pour les Gaulois Midget 3A. Salut Marc-André. Salut. Marc-André, qu'est-ce qui t'a mené à l'origine à devenir entraîneur au hockey? Je pense que tous les entraîneurs ont une chose en commun, c'est la passion. Ah ouais? Le désir de rester impliqué dans le sport après que tu aies terminé ton stage de joueur. Puis justement, là, ton parcours, là, ça a commencé comment tu étais joueur au départ, puis ensuite tu as décidé de progresser? Ouais, j'ai beaucoup. J'ai baigné entre le hockey et le baseball pas mal toute ma vie. OK. Puis c'est encore ça qui se passe au niveau du coaching. Donc, je suis encore impliqué dans les deux à un haut niveau. J'ai commencé à l'âge de 18 ans à m'impliquer à la Prairie, où j'ai demeuré, dans le fond, là, dans le hockey mineur, les plus petites catégories, à Tombe, Pee-Wee. Puis je suis rentré ici en sport-études depuis 8 ans. J'ai commencé avec les catégories Bantam 2A, Bantam 3, puis maintenant depuis 4 ans au niveau Midget 3.
Et depuis que tu es avec les Gaulois, là, ça a été quoi le plus gros moment là, à date? Je pense que ma première année, justement, là, où je suis adjoint, on a remporté le Challenge CCM, qui est notre compétition qui regroupe les équipes du Québec et les équipes du Maritime juste avant le temps des fêtes. Donc, ça a été une très grosse victoire. Le match de ce soir à date, là, c'est quoi ta préparation? Comment ça se passe avant un match typique? Bien, la préparation, elle débute vraiment le lundi pour nous, les entraîneurs, dans le sens que notre gros du travail, c'est de préparer les entraînements, préparer les séances vidéo, essayer que nos joueurs soient le mieux outillés et le plus prêts possible, autant mentalement que physiquement, pour disputer le match. Puis la journée de match, je pense que c'est plus des refreshs qu'on fait aux joueurs, puis après ça, ben, c'est leur tour de s'amuser sur la glace. Après 3 ans là, comme entraîneur-chef, as-tu encore un petit challenge au début, un petit stress ou tu es confiant dès le départ tout le temps? Bien, le jour de match, c'est tout le temps un petit peu spécial. À partir du moment que tu te lèves, la première chose, c'est qu'on a out. Toute la semaine, on se prépare, puis on dirait que la journée de match, c'est comme notre bonbon un petit peu. La confiance, pour un entraîneur, c'est pas nécessairement quelque chose. Je pense que si tu es bien préparé, tu vas rentrer dans ton match confiant. Fait que je pense que c'est plus le travail est plus dans la préparation au niveau confiance. Selon toi, là, pour être un bon entraîneur-chef, c'est quoi les qualités que ça prend? Bien, il faut que tu aimes enseigner, il faut que tu sois un pédagogue. Il faut aussi que tu aies la facilité à pouvoir t'adapter à plusieurs types de joueurs. De nos jours, là, les adolescents, parce que c'est notre clientèle cible, mais les adolescents sont tous différents. On doit former un tout, une équipe, mais on doit aussi bien gérer 20 individus et les amener à performer au meilleur de leur capacité. Puis toi, c'est quoi le point, justement, chez les adolescents, chez les joueurs, que tu préfères comme entraîneur? Bien, je pense que la catégorie midget, ce qu'elle m'apporte le plus, c'est que la maturité est assez avancée. Quand on a des discussions un à un, autant sur les bons côtés que les moins bons côtés, mais on fait affaire plus à des hommes qu'à des enfants. Fait que ça l'amène une touche de facilité. Ils ont un petit peu de vécu dans la vie. Le fait de ne pas avoir passé, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai passé par leur route, garde une proximité aussi avec les joueurs. Puis c'est de bien établir la relation entraîneur-joueur, mais en gardant ça quand même plaisant et agréable. Les joueurs sont bons, les joueurs sont motivés, mais il y a des joueurs qui ont des superstitions dans l'équipe probablement, puis qu'ils n'ont pas le choix de faire ça s'ils veulent bien performer. Est-ce que tu as des exemples à me donner un petit peu, là, des affaires un peu bizarres que les joueurs font? Bien, sur les superstitions individuelles, on les connaît pas tous, dans le sens que chaque joueur a la sienne, puis c'est rare qu'on en parle. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont qui ont peut-être leur veston ou leur chemise quand ils gagnent des matchs. Il y a des joueurs qui tapent leur hockey toujours de la même façon ou la même couleur de tape. Il y en a même qui ajoutent une petite touche de couleur ou de crayon ou des mots clés sur leur bâton. Moi, j'en ai une par rapport à ma cravate. Chaque cravate que j'ai dans mon garde-robe, ils ont leur fiche avec victoire, défaite. On en a quelques-unes d'équipe. La dernière pratique avant un match, il y a tout le temps le traditionnel cri d'équipe au milieu de la glace, les bâtons dans les airs en dessous du tableau indicateur. Puis des fois, ça nous est arrivé de presque l'oublier, puis tu vois que les joueurs ils recourent à la patinoire. Ça prend absolument ça. Vous allez voir peut-être un petit peu tantôt, il y a des poignées de main traditionnelles avant d'embarquer sur la glace. Les joueurs ils embarquent dans le même ordre presque à chaque match. Moi, je me dirige derrière le banc toujours au même temps sur le cadran. Fait que, il y a une petite routine comme ça qui s'installe. Mais je pense que c'est rendu que ça fait partie du quotidien. On n'y pense même plus dans le fond. Là. Fait que, mais il y en a beaucoup, ouais. Puis une petite routine que j'ai entendu parler aussi, l'épée, le casque à la fin de chaque partie. Peux-tu m'expliquer c'est quoi un petit peu? En fait, la tradition ici chez les Gaulois, c'est de remettre quelques petits honneurs individuels à la fin de chaque victoire. Donc, après une victoire, là, notre joueur offensif, on lui désigne un épée. Notre joueur défensif, on lui désigne un bouclier. Puis, notre joueur dans l'ombre qui a bien performé selon les valeurs de l'équipe, il y a un casque de Gaulois dans le fond. Là, fait que, on prend tout le temps une photo après chaque victoire qui regroupe 3 joueurs qui ont connu un bon match avec des symboles qui représentent notre organisation. Bien, on parle de victoire. Je te souhaite un excellent match. Merci et une beaucoup. victoire, Marc-André. Merci beaucoup. Merci.
À date, là, la partie, comment tu pourrais la décrire? Ben, je pense qu'on s'adapte mal un peu au jeu de l'autre équipe. Là. Ils vont vite, puis on est un peu soft, comment dire. On est mou, puis on fait pas progresser la rondelle vers l'avant. Selon toi, c'est quoi que ça prend, question de remonter? Ben, ça prend un peu plus d'intensité, puis ça prend genre que tous les gars serrent les coudes, puis qu'on fasse progresser la rondelle vers l'avant, puis qu'on amène plus d'énergie. Hein. Maintenant, c'est 2-1, là, au moment où on se parle en fin de première période. Penses-tu que vous êtes capable, avec l'énergie que vous avez en ce moment dans le vestiaire, de remonter ça, puis possiblement de gagner la partie? Ben, on l'a déjà fait dans l'année, puis je pense qu'on est capable de le refaire, puis il suffit juste d'amener plus d'énergie, puis l'intensité, puis je pense que ça va venir avec. Là. On lâche pas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais parler avec un entraîneur, hein, je sais de quoi je parle. Dans le hockey, la stratégie, tu prends la puck ici, là, ce soir, c'est ça qui est important de faire, et tu vas la porter juste là. La clé de la victoire, la Coupe Stanley, tout ce qui vient avec, prenez ça en note, les amis. La leçon que je vais apprendre là, pour mon futur, c'est que, dans le fond, comment ça fonctionne pour le niveau supérieur, tu as le choix, mettons, junior majeur comme joueur de hockey au Québec, ou si tu as le choix, mettons, d'aller faire, mettons, jouer collégial 3, puis ensuite aller aux États-Unis. Mais si tu joues une seule partie junior majeur, que ce soit hors concours ou régulière, ton accès aux États-Unis est fermé. Tu n'as plus le droit d'y aller. Tu perds ton éligibilité. Puis dans le fond, moi, hier, j'ai été appelé par les Voltigeurs de Drummondville pour aller remplacer. Fait que je devais prendre la décision, est-ce que je vais aux États-Unis, est-ce que je joue au Québec? Parce que tu sais, moi je m'en vais quand même vieux pour les ligues au Québec. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire quand même vieux pour les ligues au Québec? Le junior majeur, ça finit à 20 ans. Tu sais, moi si je rentre dans l'année prochaine, je vais rentrer à 18, 19. Mais à 20, je suis pas sûr de jouer parce qu'à 20, il y a comme les équipes ont le droit à 3-20 ans par équipe. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'assure peut-être un futur aux États-Unis? Mais finalement, dans le fond de moi, puis le rêve un peu... Le feeling puis le rêve de jeunesse de jouer junior majeur, ça l'a comme emporté. Puis je me dis que si je dois jouer plus loin au hockey, ben ça va le faire tout seul, puis je vais juste persévérer. Fait que j'ai pris la décision d'aller remplacer avec les Voltigeurs cette semaine. Bien, félicitations premièrement. Merci beaucoup. Puis je te souhaite vraiment bonne chance dans ta décision. Je suis sûre que ça va bien aller. Maintenant, j'aimerais parler de la préparation mentale. Donc, c'est quoi la préparation mentale pour toi? Puis quelle technique a fonctionné? Puis quelle évolution tu as vue dans ton sport? Moi, la préparation mentale, je la vois un peu comme notre préparation d'avant-match. C'est comme une activation quand on va courir, réchauffer les muscles. Mais la préparation mentale, c'est comme se préparer mentalement aux défis, puis qu'est-ce qu'on va vivre sur la patinoire pendant la partie. La respiration pour activer un peu mes neurones, activer comme le sang dans mon corps pour avoir des meilleurs débuts de match. Puis aussi un exercice de balle pour augmenter ma concentration, puis ma préparation, puis voir un peu qu'est-ce qui va arriver, prévenir un peu les jeux. Ton réflexe, en fait, puis ton activation au niveau du système nerveux. Ouais. Fait que, comment tu as vu ça transparaître dans ton amélioration sur le jeu? Avant, j'avais comme un peu des mauvais débuts de match. Je me trouvais lent dans mes réflexes, mes décisions. Puis après t'avoir rencontré, ça l'a aidé. J'ai eu des meilleurs débuts de match. Ça m'a aidé à performer dès que la rondelle tombait sur la patinoire dans les premières minutes de jeu. Puis en ce moment, c'est quoi ton défi qui s'en vient pour toi dans les prochains matchs? Dans les prochains matchs, je pense que c'est d'aider mon équipe, mes coéquipiers, à être prêts pour les séries, car il nous reste 8 parties avant de tomber dans les séries. Puis les séries, je pense que pour toutes les ligues de hockey, c'est qu'est-ce qui nous amène le plus d'énergie, le plus dans sa sensation forte. Fait que je pense que ça doit se préparer pour les séries et aller le plus loin possible. Puis tu as quand même un volet académique relié au sport du midget 3. Comment ça prend place? Comment tu gères ça, ces deux horaires-là qui sont assez chargés? Ben, dans le fond, depuis secondaire 1 qu'on vit avec l'école le matin puis le hockey l'après-midi. Fait que là, je suis rendu au cégep, mais ça revient quand même pas mal au même. J'ai l'école le matin, je vais au cégep, l'après-midi, je viens pratiquer. C'est sûr que le soir, des fois, je dois faire plus de devoirs. Faut que je mette plus de temps. Mais je pense que ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine de pouvoir pratiquer au hockey à chaque jour. Puis les écoles, l'étude suit avec. Fait que ça vaut la peine. Fait qu'Amélie, là, vraiment, Montérégie, si on veut voir du hockey de qualité, on en a de tout pour tous les goûts un petit peu partout.
Exactement. Donc, le Gaulois Midget 3, c'est vraiment un bon calibre à regarder. Au Stade LP Gaucher, il y a aussi plusieurs autres équipes qui vont jouer là. Puis, il y a plusieurs ligues aussi que vous pouvez vous inscrire, que ce soit pour votre enfant ou pour vous-même, si vous voulez jouer dans une ligue. Puis, à Drummondville aussi, au Centre du Québec, il y a autre chose. C'est à peu près la même chose. Il y a l'Olympia Yvan Cournoyer, où est-ce qu'il y a plein d'événements de hockey là-bas. Et bien sûr, les voltigeurs de la Ligue junior majeure. Ça va très bien cette saison. C'est au Centre Marcel Dionne. Vous pouvez voir du bon hockey là-bas. Également, les patinoires un peu partout. Amusez-vous. C'est ça le but du hockey, n'est-ce pas? Exactement. C'est sans oublier que les Gaulois Midget 3 et le Stade LP Gaucher vont recevoir la Coupe Dodge l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un bel événement à ne pas manquer. Je pense qu'il va y avoir un bon niveau de hockey. Il ne faut pas manquer ça. Je pense que c'est ce qui termine en DN sportif pour cette semaine. Honnêtement, là, j'ai appris tellement de choses différentes sur le hockey, puis de voir le feeling dans la chambre des joueurs. Je pense que j'avais des frissons vraiment. Ouais. Donc, c'est à la prochaine. À une prochaine fois.